Bienvenue dans le débat coup d'envoi de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'événement sportif planétaire démarre dans un contexte géopolitique incertain. Trump qui est engagé dans un conflit contre l'Iran, la guerre en Ukraine qui continue. L'heure est à la fragmentation et non pas au multilatéralisme. Trump vient d'ailleurs de réitérer sa volonté de rejeter le renouvellement de l'accord de libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, justement. Sur le plan intérieur, un arbitre somalien refoulé, des fans d'Haïti et d'Iran interdits de territoire américain, l'équipe iranienne obligée de s'entraîner hors des États-Unis. La politique migratoire américaine, mais aussi la présence d'ICE percute donc cette Coupe du Monde dont le gigantisme est inédit. 48 équipes, 104 matchs au total pour 13 milliards de dollars de revenus attendus. Son impact est aussi un record sur le climat puisque l'événement devrait produire 9 millions de tonnes de CO2, en particulier en raison des trajets entre les trois pays. Alors Donald Trump est-il finalement le patron de cette Coupe du Monde ? Celle-ci n'est-elle pas aussi finalement géopolitique ? On va poser ces questions à nos invités. Ketevan Gorgestani est avec nous ce soir. Bonsoir Ketevan. Bonsoir. Chroniqueuse internationale, ancienne correspondante à Washington et puis ancienne chroniqueuse sport pour France 24. Vous avez d'ailleurs couvert la Coupe du Monde 2018 en Russie. Merci d'être là. En face de vous, Anderson Awa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien joueur professionnel et PDG de Spimac, Sport Image Consulting. Bonsoir. Bienvenue à vous. Seguir Lazri, bonsoir. Bonsoir. Sociologue du sport, chroniqueur également au Nouvel Obs. Bienvenue. Merci. Et puis en face de vous, Olivier Pron, bonsoir. Bonsoir. Journaliste sport à RFI. Et vous avez couvert les 4 dernières Coupes du Monde et celle de 98, si je ne m'abuse. Oui. Ça en fait un certain nombre. Ça en fait quelques-unes. Ça en fait quelques-unes et on peut dire que le contexte politique de celle qui démarre aujourd'hui est tout de même particulier. On va d'ailleurs aller au Mexique, tout de suite retrouver Laurence Cuvillier à Mexico où tout démarre puisque c'est ce soir qu'a lieu le premier match. Mexique-Afrique du Sud, il y a bien sûr une fan zone où vous vous trouvez, Laurence, mais on sait que la sécurité est à un niveau maximal et que côté politique, pour Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, c'est un vrai défi à relever, un vrai test même alors qu'elle est en pleine partie de bras de fer avec Donald Trump. Oui, tout à fait. Et je pense que ce qui a cristallisé vraiment cette différence de vision du mondial, eh bien, c'est le fait que le Mexique a accueilli finalement l'équipe d'Iran pour que l'équipe d'Iran puisse s'entraîner parce que les Iraniens ne seront pas autorisés à passer une nuit sur le territoire, en territoire états-unien. Donc en fait, ils vont devoir faire l'aller-retour depuis le Mexique vers Los Angeles et rentrer le même jour quand ils devront jouer leur match à Los Angeles. Le Mexique a accueilli les bras ouverts l'équipe d'Iran et c'est effectivement un positionnement très différent par rapport à celui des autorités américaines où, comme vous l'avez dit, eh bien, les problèmes douaniers, les problèmes de visa, même pour certains membres des équipes de certains pays, des arbitres, eh bien, posent problème. Ici, ce n'est pas un problème. Il y a d'ailleurs des fans ici dans cette fan zone d'un peu tous les pays. J'ai vu des fans haïtiens, des fans australiens qui profitent du mondial pour visiter le Mexique où ils se sentent mieux accueillis et dans une meilleure ambiance qu'aux États-Unis. Il faut dire aussi, il faut rappeler le geste symbolique de Claudia Sheinbaum qui a décidé de céder sa place pour le match d'ouverture au Stade Aztec à une petite fille fan de football, la présidente mexicaine qui observera ce match, le coup d'envoi de la Coupe du Monde depuis le Zócalo, depuis la grande place centrale de Mexico. Une place centrale d'ailleurs entourée de groupes de manifestants, des groupes sociaux comme les syndicats de transporteurs routiers, les syndicats d'enseignants, les syndicats de travailleurs de la santé qui profitent de la visibilité et de la présence de toutes les équipes médiatiques à Mexico pour avancer dans leur demande de meilleurs salaires et de meilleurs droits sociaux, de meilleure couverture santé. Merci beaucoup Laurence Cuvillier, donc en direct de Mexico. Ketevan, on voit bien que le contexte est un peu particulier, à la fois cette guerre au Moyen-Orient avec vraiment une espèce de début de redémarrage d'escalade entre l'Iran et les États-Unis ce soir, ce contexte de friction entre Trump, Sheinbaum, donc la présidente du Mexique, mais aussi le Premier ministre canadien, Trump qui a demandé l'extradition de 10 hommes politiques mexicains, dont le gouverneur de Sinaloa, ça c'était il y a quelques jours, qui veut que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. C'est quand même un drôle de contexte.
C'est sûr que c'est un drôle de contexte et c'est sûr que Et ça a un impact. On va reparler des visas, de la politique des visas. C'est pas le contexte dans lequel Trump pensait ouvrir cette Coupe du Monde, parce qu'il en a fait beaucoup sur la Coupe du Monde, même si le foot, a priori, c'est pas son sport favori. Il a vraiment beaucoup joué sur le côté public, sur le côté vous allez voir, le monde va venir nous voir et on va vous montrer la grandeur de l'Amérique. Or là, en fait, il est en train de montrer tous les bons, mais surtout les mauvais côtés, notamment toutes ces questions d'immigration dont on reparlera. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que on a entendu notre correspondante qui a dit que Claudia Sheinbaum, elle a cédé sa place au match d'ouverture à une petite fille. Donald Trump, il ne va pas aller au premier match de l'équipe américaine qui se joue demain à Los Angeles. C'est Marco Rubio qui y va à sa place. J'ai demandé à la Maison-Blanche si Donald Trump allait se déplacer sur un des matchs de l'équipe américaine. Pour l'instant, zéro réponse. On n'a pas d'informations sur le fait qu'il irait ou pas. Parce que c'est vrai que le split screen, comme on l'appelle, si il continue l'escalade sur les frappes en Iran et qu'il y a Donald Trump dans un stade de foot avec l'équipe américaine, ça peut ne pas être génial. Par contre, ça ne le dérange pas, 2 jours plus tard, d'avoir son grand match UFC à la Maison-Blanche le 14 juin pour son anniversaire. Donc apparemment, il a des choses qui l'intéressent un peu plus que la Coupe du Monde. Pas très intéressé finalement par cette Coupe du Monde. Anderson Awa, le président américain. Une Coupe du Monde quand même énorme, il faut le rappeler. Il va y avoir 104 matchs. Finalement, le Mexique, il y a 13 matchs au Mexique, 13 matchs au Canada. Est-ce que les Mexicains sont lésés dans cette histoire ? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est vrai que si on revient sur la compétition et versus le contexte géopolitique, on ne parle plus de sport. On ne parle qu'aujourd'hui de ces problématiques. Donc aujourd'hui, le sport... Est-ce qu'on ne le fait pas à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde ? Non, pas forcément, parce que le sport est rassembleur. On parle des Jeux Olympiques, des valeurs du sport. Aujourd'hui, celle que je pointe du doigt, c'est l'organisation, c'est la FIFA. Que fait la FIFA aujourd'hui par rapport à cela ? Aujourd'hui, on est au-delà du sport. Vous imaginez... Bon, là, je vais parler en tant qu'ancien sportif. Oui. On parlait tout à l'heure des Iraniens qui vont après chaque match, imaginez se taper je ne sais pas combien d'heures de vol pour rentrer au Mexique et repartir encore. Où est l'intégrité des joueurs ? Où est l'équité ? Donc je pense qu'aujourd'hui... Parce qu'ils sont interdits en fait. Oui, c'est ça. Ils peuvent juste jouer aux États-Unis et ensuite ils doivent rentrer à chaque fois. Donc je pense qu'on va au-delà du sport et c'est vrai que le contexte géopolitique, on reparlera tout à l'heure de l'arbitre, parce que là on va aussi au-delà du sport, c'est très compliqué. Moi je pense qu'aujourd'hui, oui, les Mexicains on peut dire un petit peu qu'ils sont un peu lésés, mais ils montrent aujourd'hui le très bon exemple. Quand je vois cette fan zone, quand je vois le geste de la présidente, c'est un bon exemple, un contre-exemple aussi pour monsieur Trump. Oui, Olivier Pron, vous êtes d'accord ? On avait couvert tellement de ces coupes. C'est particulier tout de même ce qui se passe. Hein. Oui, c'est la première fois que je vois un pays... Alors, en plus, je sors d'une émission sur RFI où on avait notre envoyé spécial à New York qui dit moi, je suis là depuis 48 heures. Il n'y a pas de Coupe du Monde ici. Ça n'est pas possible. Vous me mentez. Y compris... Alors, s'il dit qu'à Times Square, évidemment, il croise des supporters mexicains. Ceux-là se sont trompés de jour ou de lieu. Ouais. Mais voilà, donc des Écossais, parce que les Écossais sont partout. Ça n'attire pas les foules. Mais ça n'attire pas du tout les foules. Il dit c'est dans un anonymat total. Et moi, je me souviens de 2010, la première Coupe du Monde en Afrique. On avait le sentiment d'être accueillis à bras ouverts par une nation. 2014 au Brésil. Vivre une Coupe du Monde au Brésil, on peut s'arrêter après ça. C'est juste magique. 2018, on savait que Poutine voulait faire de la Russie une carte postale. On a eu droit à la carte postale. On a tous visité des endroits qu'aucun Russe n'avait visité avant nous et qu'aucun Russe n'a visité depuis nous. 2022 au Qatar, Dieu sait si celle-là, je ne l'aimais pas beaucoup, mais peu importe. Il y a une sacrée polémique. Le Qatar avait mis de l'eau dans son vin, si vous me permettez, et on a pu vivre une Coupe du Monde avec vraiment un accueil formidable. Là, aux États-Unis, on a l'impression qu'on se demande si on peut être accueilli. Ah oui, donc c'est vraiment ce contexte géopolitique, de politique migratoire. Seguir Lazri, c'est vrai qu'il faut revenir sur cette équipe iranienne qui doit rentrer donc au Mexique à chaque fois juste après le match. Je me semble tous les jours même, donc faire l'aller-retour pendant les matchs. Il me semble 1 heure d'avion en l'occurrence, mais c'est quand même effectivement ça rejoint ce qui a été. 1 heure pour Los Angeles, mais ils ont quand même un match à Seattle qui est un petit peu plus loin. Il y a Seattle effectivement, et je pense à Los Angeles. Alors, autant pour moi, mais ça rejoint effectivement ce qui a été dit, c'est qu'il y a un manque d'équité sportive. La règle devrait être imposée et du coup il y a une équipe qui se retrouve plus ou moins affaiblie dans le contexte de la formation et de la production de son football et de son jeu. Là où il y a quelque chose d'assez important, c'est que en fait cette Coupe du Monde elle résonne comme une forme de démonstration. C'est une démonstration qui est faite de Trump, de son gouvernement aux autres États, principalement aux États du Sud, pour leur témoigner finalement de ce que c'est qu'une puissance mondiale, comment on peut aussi gérer
et s'amuser aussi avec les organisations qui sont censées aussi coordonner le sport. Et c'est une démonstration de force assez puissante et c'est aussi un exemple pour d'autres pays qui sont sur cette voie-là, c'est-à-dire qui ont une tendance aussi à aller vers des mouvances plutôt d'ultra-droite, d'extrême-droite. Un exemple ou un contre-exemple? Non, un exemple. On n'a jamais eu autant l'impression finalement que la FIFA, et en l'occurrence Gianni Infantino, ont donné les clés. Exactement. La FIFA, contrairement à ce qu'il a pu dire hier en conférence de presse, mais on connaît maintenant. On va y revenir sur on connaît les liens entre les deux hommes, mais on a toujours eu l'impression que la FIFA était capable d'intervenir dans d'autres coupes du monde quand ça coinçait quelque part. Là, il a donné les clés du Cameroun. Il a donné les clés et donc. Voilà. Et sur la politique migratoire, Ketevan, ça voulait exactement. dire. Je voudrais juste revenir sur ce que Gianni Infantino avait dit en 2017, juste avant que les États-Unis, le Mexique et le Canada obtiennent. Et c'était 2017, donc Donald Trump était déjà au pouvoir, et c'était à l'époque où on parlait d'un autre travel ban. À l'époque, c'était les pays musulmans. Gianni Infantino avait dit à ce moment-là, il y a des pays où il y a des travel bans, où il y a des restrictions de visa et tout ça, mais lors d'une Coupe du Monde, une équipe ainsi que ses supporters, s'ils ne sont pas acceptés dans le pays qui reçoit cette compétition, il n'y a pas de Coupe du Monde. C'était les mots de Gianni Infantino. Il a bien changé. Donc. Il a bien changé. Et depuis, il a donné le prix de la FIFA de la paix à Donald Trump. Donald Trump, on va voir et exactement, il a donné les clés. Il est proche de Donald Trump finalement ou pourquoi il a je sais pas. Moi, je me souviens qu'il y a quelques semaines, alors ça, j'ai pas été vérifié les échos, mais il se disait même que Trump proposerait même Infantino pour les Nations Unies. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre les très fort entre les deux. Infantino habitait au Qatar au moment de la Coupe du Monde 2022. Il habite aux États-Unis maintenant. Il va dans le sens du vent et connaît les puissants. Mais il y a forcément un lien parce que il a assisté à la cérémonie d'investiture de Donald Trump pour son second mandat. Il était au sommet de la paix à Gaza en octobre. Donc, et puis il a été aussi à la première réunion du Board of Peace de Donald Trump. Non, mais il y a forcément un lien parce que quand on voit aujourd'hui l'ingérence de Gianni Infantino, je parle de la CAN, peut-être on en reparlera de la dernière CAN, il n'y a aucun souci à ce que la FIFA fasse de l'ingérence quand c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Là, aujourd'hui, pour la Coupe du Monde, avec toutes les problématiques qu'on vient d'évoquer, que fait la FIFA ? Que fait Gianni ? Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, il a des relations assez fortes avec M. Trump. D'où d'ailleurs cet arbitre somalien refoulé sans qu'il y ait aucune opposition. Il faut redonner un peu aux téléspectateurs ce qui s'est passé. Donc Omar Hartan, qui est donc en plus un grand... grand arbitre africain. Le meilleur arbitre africain, refoulé donc à son arrivée aux États-Unis il y a quelques jours. C'est pas très étonnant parce qu'il y avait quand même déjà des polémiques concernant déjà l'Afrique et concernant la Somalie. Il faut se souvenir aussi qu'il s'en était pris violemment à Ilham Omar, effectivement, qui était député démocrate et qu'il avait d'origine somalienne, à qui il avait attribué les pires tares qu'on puisse imaginer. Donc il y a finalement cette reprise et en fait ce qui produit c'est de l'historicité, c'est l'idée de se dire finalement je reste sur ma continuité et je m'installe dans le paysage et surtout, je ne trahis pas mes électeurs et je montre que je suis dans une politique qui est la politique qu'ils avaient choisie. Et là où je trouve qu'on revient à donner les clés, la FIFA aurait très bien pu, sans aller directement en conflit avec les États-Unis, se dire c'est un arbitre somalien, il risque de ne pas avoir son visa ou il risque d'y avoir un problème, on va le faire arbitrer les matchs au Canada ou au Mexique. Ils n'ont pas... À aucun moment, ils se sont posé la question de se dire on le déplace. On peut aussi s'interroger sur la solidarité ou le manque de solidarité du corps arbitral. On rêverait de ça dans le foot. Alors, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais que les footballeurs, les arbitres, les gens du foot disent stop, non, ça doit changer et ça n'est pas possible. Une Coupe du Monde, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on pointe du doigt la FIFA, on pointe du doigt effectivement Donald Trump, mais que font les fédérations aujourd'hui ? Les fédérations, face à toute cette problématique, c'est pas aujourd'hui qu'on découvre qu'il y a des problématiques de visa. C'est pas aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'on prépare la Coupe du Monde ? Que font les fédérations, notamment les fédérations africaines, les fédérations européennes ? À un moment donné, où est la solidarité ? Qu'a fait la CAF pour cet arbitre ? L'UEFA vient de lui donner un match amical à arbitrer dans quelques jours ou dans quelques semaines. La CAF n'a absolument pas réagi. Il va arbitrer la Supercoupe aussi. Oui, voilà, c'est ça, entre le PSG et Aston Villa. Exactement. Le Canada l'a invité à venir, mais on a
à aucun moment vu la Confédération africaine de football. Alors que les pays d'Afrique, l'Algérie, le Cap-Vert, la Tunisie doivent même payer une caution, n'est-ce pas, pour se rendre aux États-Unis. Les fans d'Iran sont interdits de territoire, d'après ce que j'ai lu. Alors l'Iran et Haïti sont sur le travel ban total, donc pour les supporters, à part s'ils viennent d'autres pays. Côte d'Ivoire également. Voilà, il y a en plus la Côte d'Ivoire et le Sénégal où là c'est des restrictions moins complètes, mais quand même c'est très très compliqué pour des supporters de venir. C'est hors de prix. Oui, alors justement, on va revenir sur le prix des billets. On va tout de suite à Houston, au Texas, retrouver Pierrick Laurent, notre correspondant aux États-Unis et envoyé spécial. Pierrick, bonsoir. Est-ce que vous avez l'impression justement que Trump pèse un peu sur ces matchs, que finalement l'enthousiasme n'est pas là? Racontez-nous. Écoutez, moi je me trouve dans la fan zone ici à Houston qui vient d'ouvrir il y a quelques minutes seulement pour la première fois. Ça va durer une semaine ici à Houston. Et vous voyez, il commence à y avoir du monde. Alors c'est une marée évidemment de maillots verts aujourd'hui pour le Mexique et pour ce match de début de cette compétition. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Ici, vous savez, Houston, c'est une ville extrêmement diverse en termes de population. Il y a une forte population immigrée et en partie qui vient justement d'Amérique latine, du Mexique. Cette population, elle est extrêmement enthousiaste. Alors cela dit, effectivement, il y a ici un espèce de double sentiment. On est très très enthousiaste à l'idée de recevoir la Coupe du Monde ici à domicile et en même temps on est partagé. Je peux vous dire que j'ai beaucoup parlé avec de nombreux fans de foot ces derniers jours ici à Houston et tous me disent la même chose. Les prix des billets sont absolument prohibitifs. Tout le monde a les yeux rivés sur les sites de revente officiels de ces billets pour les 7 matchs que va accueillir la ville de Houston. Tout le monde espère que les prix des billets vont s'effondrer à la dernière minute pour que les stades soient pleins et pour que les locaux puissent accéder à ces stades et voir la Coupe du Monde ici à domicile. Il y a une très grosse frustration de ne pas pouvoir être dans les stades. Mais voilà, en attendant, il y a ces fan zones comme celle-ci, cette fan zone officielle de la FIFA qui permet de voir les matchs ensemble, de communier tous ensemble. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tous les supporters du Mexique se sont donné rendez-vous ici et il est encore tôt. On a 1h30 à peu près du match et vous voyez qu'il y a que déjà un peu de monde derrière moi. Merci Pierrick Laurent, donc en direct de Houston. Alors, cette histoire de prix des billets, Anderson Awa, la FIFA avait fixé des prix des billets au départ à partir de $140. Et en fait, ça a explosé parce qu'on appelle ça la tarification dynamique. C'est ça ce qui s'est passé. Donc, vous avez ça peut atteindre $30 000 un billet. C'était même extravagant, non? C'est extravagant, c'est hors de prix. Il y a tous les adjectifs qualificatifs qui peuvent être associés à ça. C'est avec la bénédiction de Trump, ça? Mais c'est avec la bénédiction de Trump. Ça devient même incohérent, parce qu'il y a même une place qui s'est retrouvée à 11 millions de dollars. 11 millions de dollars. 11 millions dollars, parce qu'il y a un système de calcul qui fait que cette place n'est pas demandée ou elle suscite de l'attention. Donc forcément, ça crée une tension autour de... Mais alors évidemment, ça veut dire qu'après, dans la poche de la FIFA, il va y avoir du cash. C'est ça, j'imagine, le calcul, parce qu'il parle quoi? La FIFA ne manque pas. Là, on parle de 13 milliards de dollars de revenus attendus, donc c'est quand même... Mais la FIFA, elle vit sur la Coupe du Monde. Elle vit sur la Coupe du Monde. Elle vit sur la Coupe du Monde. Et puis, Gianni Infantino sur ses amitiés avec les puissants. Mais la FIFA, elle vit sur la Coupe du Monde. Après, en termes d'équité, on imagine qu'il y a beaucoup de déçus. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Pierrick à l'instant. On va écouter tout de même ce qu'on dit justement Gianni Infantino. Si on les vendait à un prix inférieur, les billets se seraient vendus sur les marchés secondaires à des prix bien plus élevés, ce qui est parfaitement légal dans ce pays. Et où irait l'argent alors? Eh bien, ceux qui organisent les activités du marché secondaire ou du marché noir, et non au football. Bon, alors qu'est-ce qu'il explique là? Ils se dédouanent de quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes, parce que, je veux dire, les précédentes Coupes du Monde, ça existe déjà, les tarifications dynamiques. Il y a des pays d'abord qui les interdisent, il y en a d'autres qui les interdisent pas. Et par ailleurs, quand on voit le système de revente de la FIFA, s'ils veulent bien bloquer et bien tenir les reventes pour pas que ça s'envole, ils peuvent très bien le faire. Donc là, c'est vraiment une façon de se moquer un peu des gens. Est-ce que ça va avec le côté le côté gigantesque en fait de cette Coupe du Monde, non? Oui, mais une Coupe du Monde, c'est populaire. C'est populaire. C'est populaire, mais traditionnellement, les Sud-Américains se déplacent énormément. Bien sûr. Les supporters argentins, on les a vus partout. Les gens, les Écossais auxquels je faisais allusion,
Ces gens-là, comment font? Alors vous allez avoir les communautés locales qui vont venir. Mais qui va venir? On sait qu'il n'y aura aucun supporter africain, évidemment. Et c'est quand même malheureux. C'est la première fois qu'il y aura 10 sélections africaines dans cette Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de matchs qu'aux autres Coupes du Monde, mais il y a beaucoup moins d'accès possible. C'est l'universalité, la Coupe du Monde. Et on en revient, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que ceux qui ont eu la chance, ou d'abord ont économisé pendant 4 ans, ont eu la chance d'acheter des billets qui coûtaient 3 fois le prix qu'ils auraient dû payer, ont réussi à avoir un avion et qui, une semaine avant, on leur dit « Ah, désolé, pas de visa ». Et qui n'arrivent pas à revendre ces billets parce qu'ils sont beaucoup trop chers et donc ils perdent tout leur argent. C'est pas une Coupe du Monde inclusive, c'est pas une Coupe du Monde... Pour un supporter français, suivre le budget pour suivre les 3 premiers matchs de l'équipe de France, c'est entre 6 et 10 000 euros. Et donc on parle d'un pays qui a quand même des gens qui ont un peu plus de moyens que d'autres. Et il y a eu en plus des actions qui ont été faites au sein du comité des supporters européens pour négocier ces tarifs-là. Donc c'est même le fruit d'une lutte d'avoir 10 000 euros pour aller voir les... Et en plus, c'est des supporters qui ont la chance d'avoir une équipe qui se déplace, en tout cas les 3 premiers matchs, c'est sur la côte Est, et c'est un petit peu moins cher parce qu'on peut avoir le train, on peut avoir la voiture, donc on a des options. Quand vous avez une équipe qui va du Canada au Mexique et aux États-Unis, ça devient tout de suite très très cher. Surtout que c'est pas la première fois. Oui, c'est le business qui prime, mais c'est pas la première fois que les États-Unis organisent la Coupe du Monde. Non, il y a eu une Coupe du Monde en 1994. Alors c'était un peu le grand exemple, et puis à l'époque c'était un autre contexte géopolitique. Il y avait du multilatéralisme, il y avait beaucoup plus de coopération. Là, on est vraiment dans un contexte très différent. Et les prix étaient différents, j'imagine aussi, en 94. Oui, complètement. Là, aujourd'hui, on était vraiment dans ce respect du sport, de cette universalité du sport. Aujourd'hui, le football, qui est le sport le plus populaire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le football? C'est ses supporters, vous savez, le football, aujourd'hui, souvent, on a tendance à dire que c'est une parenthèse, justement, avec toutes ces crises qu'il y a en ce moment. Oui, pendant quelques semaines. On aurait pu avoir cette parenthèse. Mais regardez, on est en train de faire un débat sur la géopolitique. Il y en aura un autre ensuite qui sera sur le sport avec Benoît Perrochet juste après nous. Mais effectivement, vraiment, la géopolitique pèse cette fois peut-être beaucoup plus que sur d'autres Coupes du Monde, et en particulier sur celle de 1994, puisque c'était très différent. Est-ce que les liens, justement, Olivier, entre Gianni Infantino et Donald Trump ont pesé sur cette Coupe, à votre avis ? Est-ce que la liberté... Ça semble évident, encore une fois, évident. Donc ce côté extravagant, finalement, c'était quoi? Open bar? Moi, je crois qu'il est sous le charme, Gianni Infantino, totalement. C'est incroyable. Ce qui est étonnant, c'est que il a besoin quand même de voir la manière dont les pays africains sont traités dans cette affaire. Gianni Infantino, il a besoin des 54 voix des pays africains pour être réélu. Donc il peut pas se permettre. Il a un peu, il est entre deux chaises. Mais clairement, oui, il est totalement en admiration devant Donald Trump, c'est clair. Et vice versa ou pas? Mais bien sûr, parce qu'en fait, le meilleur client pour Gianni Infantino, c'est aussi nécessairement Donald Trump, qui a une vision du sport, qui a une vision mercantile du sport. Il n'est pas à l'inverse d'Obama, qui se mettait en scène exactement dans les quartiers plutôt ségrégés de Chicago où il joue au basket. Vous voyez ça comme justement un ascenseur social. Mais bien sûr, Trump, dans son histoire, même dans son histoire politique, Trump a toujours, servi du sport comme un élément marketing. C'est un des premiers à avoir. Le MMA en est le bel exemple, mais aussi la NFL. Enfin, Trump, il avait à l'époque, il s'était servi de sa Trump Tower pour produire les plus grands galas de boxe. Enfin, Trump s'inscrit dans une vision sportive qui est une vision mercantile, économique, avec une stratégie business très, très, très puissante. Et écoutez, Gianni Infantino, qui a besoin de ressources parce que la FIFA est une immense organisation qui a énormément de pouvoir, va puiser chez Trump et va se servir aussi de Trump pour aller cumuler et capitaliser. Et puis le football et Trump, c'est quoi? C'est une histoire... C'est quel type d'histoire? C'est pas une histoire d'amour. Son seul vrai lien avec le foot, c'est son fils, le plus petit, Barron, qui est un grand fan de foot. C'est... Soccer. De soccer, excusez-moi. Donc c'est à peu près son seul lien. Oui. Mais aussi, techniquement aussi, et historiquement, c'est que Trump représente des Américains qui ont toujours délaissé le football. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football, quand il est arrivé aux États-Unis, en fait, les États-Unis, il est féminin. Quand elle est certifiée féminin et d'immigrés. Le football a été le lot, justement, des minorités, à la fois féminines et aussi des minorités migrantes, qui arrivaient aux États-Unis. Mexique, justement. Oui, c'est un peu le grand problème, parce qu'on parlait d'argent surtout. Mais ceux qui sont aux États-Unis, notamment la grande part de latino-américains qui sont présents sur le territoire, qui, eux, n'ont certes aussi, par leur stratification sociale, n'ont pas les moyens pour aller au stade, ne peuvent pas y aller, effectivement, ne peuvent pas aussi y aller parce qu'il y a ICE qui débarque et qui, à tout moment, a créé un traumatisme, notamment à Los Angeles l'année dernière, et qui fait que même eux, dans leur
façon de consommer le spectacle sportif ne vont pas forcément se rendre au stade. Et voilà, la politique américaine qui a un impact direct sur les matchs. Là. Oui, ICE, donc ICE va surveiller les différents stades. Imaginez ça quand même. C'est pas officiel et à chaque fois que la question. Officiel. Non, c'est pas officiel parce qu'ils ont essayé d'un peu adoucir les angles. Mais quand on pose la question à Mark Wayne Mullen, qui est le nouveau ministre de l'Intérieur qui s'occupe de ces affaires-là, il répond un peu à côté. Il ne répond pas clairement parce qu'il y a des États, notamment la Californie, notamment la ville de Los Angeles, qui a demandé des assurances que ICE n'opérerait pas aux sorties de stade. Et il a dit, nous, on n'est pas là pour arrêter les supporters, on est là pour arrêter les pires du pire. Sauf que ça, c'était l'explication qu'il donnait avant de faire des raids dans les écoles pour aller chercher les parents des petits-enfants latinos. Et puis avant les 2 meurtres. Voilà, et puis avant les 2 morts. Donc ça ne donne pas confiance aux gens. Et par ailleurs, il y a quand même, je ne sais plus lequel d'entre vous parlait de traumatisme. Moi, j'ai quand même beaucoup d'amis encore aux États-Unis, notamment des amis qui, certes, sont américains, mais qui vraiment ont des têtes, parce que c'est du délit de faciès, ressemblent à des latinos et qui me disent, moi, j'ai peur parce que oui, certes, j'ai un passeport américain, mais le temps que vous prouviez que vous êtes américain, vous allez passer une semaine en détention. Donc, même si on est américain et qu'on est latino, est-ce qu'on prend le risque d'aller aux abords d'un stade, dans une fan zone, en se disant, peut-être qu'à la sortie... Aller dans un stade, la peur au ventre... Mais n'oubliez pas un truc, c'est que qui sont les plus grands consommateurs en MLS aujourd'hui, le championnat américain de soccer, comme ils l'appellent, de football, ce sont les latino-américains. Donc c'est la meilleure opportunité aujourd'hui pour ICE. Pour ça, je doute un peu qu'il... C'est la meilleure opportunité pour ICE. Je doute un peu. Parce que c'est la meilleure opportunité pour eux pour mettre en place leur stratégie. Alors, ça va être compliqué quand même s'il commence à y avoir de la violence. On peut se demander si les stades seront pleins vu le prix des Oui, billets. alors déjà, est-ce que les stades seront pleins ? Il y a beaucoup de choses qui se... Est-ce que ICE va agir de manière très violente à l'abord des stades ? Donc il va y avoir des images justement de sécurité très violentes. C'est quand même pas forcément formidable pour une Coupe du Monde. Est-ce qu'à un moment ou un autre, la pression populaire internationale, surtout, ne va pas finir par atténuer les choses ? Je ne sais pas. Mais... Je ne pense pas, parce qu'en plus de ça, en fait, il faut comprendre que Trump a aussi des résonances dans plein d'autres pays, notamment en France. Et ce qui peut se produire, notamment, on ne parle pas assez de ça, mais ce qui va se produire aussi, c'est que Trump effectue une démonstration et que cette démonstration va avoir une résonance sur des territoires. Et en France, il se peut aussi que ça serve de démonstration, d'exemple à des mouvances qui sont en tête, on a 1 an des présidentielles en France, et je pense que ça peut jouer, ça peut être une ressource politique très très importante que Trump offre à d'autres États. Et on peut le voir d'ailleurs aux Jeux Olympiques de 2024. En 2024, il y avait des polémiques autour de la cérémonie d'ouverture, autour du cas d'Iman Khalif. Tout de suite, Trump et d'autres personnes se sont emparés de cette question-là, et il y a eu une résonance dans tout un tas d'États et de systèmes politiques. Oui. On me dit que Trump a fait encore une déclaration sur l'Iran et qu'il annule les frappes. Les frappes contre l'Iran après les discussions au plus haut niveau. Voilà, on est vraiment dans la géopolitique. Il y a littéralement 1 heure, on était à 2 doigts, les États-Unis étaient à 2 doigts de prendre l'île de Kharg, Dixit Donald Trump, et là tout d'un coup, il rétropédale. Donc ça a peut-être un lien ou pas, Ketevan Gangestani, mais ce contexte au Moyen-Orient et cet affrontement entre les États-Unis et l'Iran plane aussi sur cette Coupe du Monde. Alors, je ne pense pas que ça ait un lien avec le fait qu'il ait rétropédalé, parce que j'étais en plateau il y a 1 heure du côté anglais, et je disais qu'il fallait faire quand même attention aux déclarations de Donald Trump, parce qu'il a déjà dit qu'il allait prendre l'île de Kharg, et l'île de Kharg, ça veut dire mettre des boots on the ground, donc des troupes, et qu'ils étaient déjà, les spécialistes, les militaires avaient déjà dit non, c'est pas une très bonne idée, donc... J'y croyais pas des masses. C'est Donald Trump, il annonce une menace et puis 2 heures après, il dit qu'ils sont proches d'un deal. Donc ça ne m'étonne pas. En revanche, que cette situation géopolitique plane au-dessus de cette Coupe du Monde, absolument, puisqu'il y a la présence de l'équipe iranienne, il y a la présence de l'équipe américaine. Par ailleurs, l'équipe iranienne, qui est quand même, entre guillemets, représentante du régime, elle joue 2 de ses matchs à Los Angeles. Le stade, il est à Inglewood, donc il est pas loin du quartier de Tehran Angeles, où il y a tous les Iraniens, qui eux sont majoritairement très anti-régime, et certains royalistes, donc proches du fils du Shah et tout ça. Et donc on n'est même pas sûr que les Iraniens qui viendront à ces matchs seront là pour soutenir
cette équipe d'Iran parce qu'il voit cette équipe d'Iran comme une émanation du régime. Et donc, ça va être aussi très bizarre parce qu'on va avoir des Iraniens qui sont un peu tiraillés entre se dire, bon, est-ce qu'on supporte l'équipe parce que c'est l'Iran et en même temps, c'est l'équipe du régime. Donc, ça va être très particulier. Alors, les deux équipes pourraient éventuellement se rencontrer. C'est très, très improbable parce qu'il faudrait que les deux finissent deuxième de leur groupe. Je ne pense pas que ça va arriver, mais c'est une possibilité. Ce n'est pas totalement impossible, Anderson Awa, ce conflit qui plane tout de même sur cette Coupe du Monde. Oui, non, mais je vous rejoins. C'est vrai que aujourd'hui, on est en train de. C'est déchirant d'entendre ça aujourd'hui de supporters iraniens, même s'ils sont de la diaspora iranienne aux États-Unis, qui sont pris par. On est dans une Coupe du Monde, ils sont pris par les problématiques politiques. C'est déchirant de ne pas savoir s'ils vont supporter parce qu'ils sont du régime. Je voudrais quand même préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui dans la sélection, on va dire dans les équipes et puis les entraîneurs, il y a quand même pas mal d'Iraniens qui n'ont pas eu de visa. Hein. Oui. Donc dans le staff. Ils viennent amoindris. Hein, oui, c'est ça. Les joueurs ont eu leur visa, mais il y a une douzaine de staff qui n'ont pas eu leur visa. Exactement. Donc c'était vraiment au cas par cas. Et il y a eu un doute quand même sur certains joueurs, notamment, il me semble, le capitaine qui avait fait son service militaire au sein des gardiens de la Révolution, mais en même temps en Iran, le service militaire, il est obligatoire. Donc voilà, finalement, tous les joueurs ont obtenu leur visa, mais une équipe de foot, à ce niveau-là, ça a besoin de son staff. Je veux dire, le staff, c'est pas juste des gens qui sont là pour... C'est là où, on revient sur l'histoire d'équité. Et aujourd'hui, pour moi, l'arbitre de cette équité, c'était la FIFA. Oui. Aujourd'hui, que ce soit l'arbitre international qu'on a empêché de venir sur cette Coupe du Monde, le staff de l'Iran, il n'y a pas d'équité. Après, effectivement, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans notre émission, mais le sport n'est pas une science exacte. Donc aujourd'hui, moi je rêve. La géopolitique non plus d'ailleurs. États-Unis, Iran, en huitième de finale, j'en rêve, bien sûr. C'est pas impossible en tout cas. Et pour revenir, fait avec Ebola. Oui. Tous les joueurs évoluent en Europe, mais il y y avait un vrai risque d'amener aux États-Unis la fièvre Ebola. Exactement. Et donc ça a eu quelles conséquences ? Une mise en quarantaine pendant 21 jours. Et ils ont dû partir plus tôt. Ils sont allés en des Belgique, joueurs de RDC. Ils ne sont pas du tout repassés par le pays, comme c'est parfois de coutume pour rencontrer, aller à la présidence, recevoir le drapeau, comme le font les Sénégalais par exemple. Ils sont restés en Europe, en RDC, et donc le staff, il y avait juste quelques membres du staff qui a dû observer 3 semaines, je crois, de quarantaine, ce qui nous amène juste. Mais ils vont jouer au final. Oui, ils vont jouer. Ces membres de l'équipe de RDC qui vont jouer mercredi. Un mot encore sur Gianni Infantino, puisqu'il a tout de même fait une déclaration, on peut dire politique aujourd'hui, sur Christophe Glaise. On l'écoute. Si on les vendait à un prix inférieur, les billets se seraient vendus sur les marchés secondaires à des prix bien plus élevés. Ce qui est parfaitement... Il y a une chaise vide dans cette salle. Et ce siège vide est pour un journaliste français, Christophe Glaise, qui est le seul journaliste sportif emprisonné dans le monde. J'espère vraiment que dans un grand acte d'humanité, on lui accordera une grâce présidentielle, et qu'il pourra même nous rejoindre ici pendant la Coupe du Monde. Donc il laisse faire sur les visas, mais là, il a pris la parole pour qu'il y ait une grâce. Somalien, mais tant mieux pour Christophe Glaise. Voilà, c'est très bien. Heureusement qu'il a fait cette déclaration, tant mieux. Mais c'est de la démagogie totale, sachant qu'à côté de ça, il y a des dizaines de journalistes africains et des journalistes iraniens qui n'ont pas obtenu leur visa pour venir, alors que c'était des journalistes sportifs accrédités, qui a eu une lettre du syndicat international des journalistes de la presse sportive qui a fait une déclaration en disant il y a plein de journalistes qui ne pourront pas suivre leur pays, qui ont soit pas du tout eu de visa, soit eu des visas à entrée unique aux États-Unis, avec des équipes qui doivent se déplacer. Donc vous choisissez, est-ce que vous les suivez au Mexique, est-ce que vous les suivez aux États-Unis, mais vous ne pourrez pas faire les deux. Mais il fallait qu'il la fasse tout de même, cette déclaration ? Oui, il fallait qu'il la fasse. Je pense qu'il est dans un contexte où finalement il l'a fait parce qu'il est bien positionné. Parce que ça là, peut peut-être aider tout de même à sa libération. Ça l'engage à rien, effectivement. D'une part, ça l'engage à rien, et puis surtout, en fait,
quand il désigne aussi cette histoire-là, il prend en partie l'Algérie. Christophe Glaise. Et donc, emprisonné en Algérie. Effectivement, qui serait moins problématique pour lui dans le cadre de cette Coupe du Monde que s'en prendre directement à Donald Trump, qui lui peut mettre des bâtons dans les roues, plutôt l'embêter. Donc il y a cette idée-là. En fait, il reprend un peu la même stratégie, c'est-à-dire qu'on a quand même cette espèce de mise à mal des pays du Sud, des pays qui forcément, eux, se défendent moins bien que Donald Trump et qui, du coup, eux peuvent pas subir, mais plutôt recevoir les petites analyses et surtout les corrections qu'ils doivent... Oui, mais ils profitent de la visibilité tout de même. Oui, on choisit ses causes. Un arbitre somalien, et pourtant, encore une fois, désigné par la FIFA. La FIFA décide d'accréditer un journaliste français qui est en prison. On peut considérer peut-être que pour Gianni Infantino, la France, c'est plus important que l'Afrique. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça. Mais il n'aurait pas dû le faire, du coup ? Voilà, si, bien sûr. Et pour Christophe Glaise, c'est capital. Il y a eu d'autres appels. Tous espèrent. C'est un journaliste qui travaille à SoFoot, donc qui est concerné, qui aurait peut-être dû être à cette Coupe du Monde. C'est ce que dit évidemment qu'il faut le faire. Mais il y a une... C'est le reste qui est problématique. Comme d'habitude avec Gianni Infantino. C'est le reste qui... Une indignation à deux vitesses. Une indignation à deux vitesses. Bon, cette communion du sport, elle va quand même fonctionner malgré tout. Allez. Parce que avant l'émission de Benoît Perrochet qui suit la nôtre, où ils vont vraiment parler... C'est vrai qu'on a vu par le passé, je veux dire, avant la Coupe du Monde en Russie, avant la Coupe du Monde au Qatar, pareil pour les JO, c'est toujours critique, ça va mal se passer. Et puis, une fois que le sport commence, ça domine tout et ça efface un peu. Le problème, c'est qu'ici, je ne suis pas sûre que ça va marcher. Ouais. Vous êtes d'accord, Anderson ? Alors, moi, il y a une image, j'ai juste une image, des joueurs sénégalais, des professionnels qui ont été sélectionnés par leur pays pour venir jouer cette Coupe du Monde sur le tarmac, en train d'être Ça a été démontré par la Fédération sénégalaise très fermement il y a 2 jours. Effectivement, ça s'est emballé. Apparemment, en fait, la Fédération sénégalaise a dit, mais nous avions demandé à avoir un minimum de fouilles et tout ça, donc on a regroupé ça pour gagner du temps. En fait, sur le tarmac. Donc là, pour le coup, c'était. Il faut corriger donc une image qui était fausse. Mais encore une fois, ce genre de choses, ça part comme ça aussi rapidement parce que la contexte. Exactement. Il faut, comme disent nos confrères de l'équipe ce matin, j'aime beaucoup ce titre, ramener la coupe à la raison. Et donc, notre confrère Vincent Duluc l'écrit très bien. Il liste tous les problèmes qu'on a vus tous depuis 8 jours et dit finalement, cette Coupe du Monde, elle ne peut être sauvée que par le foot. C'est-à-dire que par le jeu. S'il y a des gros matchs, des belles oppositions, du spectacle et moins de polémique, on se laissera entraîner par l'essentiel. Mais ça, c'est le cas de toutes les Coupes du Monde ou pas ? C'est le cas de toutes les Coupes du Monde, ça, finalement, de revenir à la raison. Mais là, le contexte est particulier quand même. Il est très Mais encore une fois, la différence, c'est que dans les précédentes Coupes du Monde, notamment, je reprends souvent l'exemple de Qatar et de la Russie, c'est que eux, ils faisaient tout pour que ça se passe bien. Exactement. Là, on n'a pas l'impression que Donald Trump veut faire tout pour que ça se passe bien. C'est ça la grosse différence. Il n'y a pas de volonté politique, en fait. Non, il n'y a pas de volonté politique. Mais au-delà de ça, ce qui serait, moi, je trouve assez intéressant, ce serait un parcours remarquable des États-Unis, parce que l'équipe américaine, de par son histoire, de par les joueurs qui la composent, issus des migrations, un ensemble. Vous savez qu'à l'échelle locale, il y a des ligues pour les hispaniques et il y a des ligues des ligues pour les blancs issus des classes moyennes ou pavillonnaires. Et donc, ce qui serait bien, c'est que cette équipe, justement, qui démontre une cohésion sociale, comme on a eu un peu en 88, alors ça ne change pas, parce qu'il faut des forces sociales pour vraiment modifier, transformer la société, mais néanmoins, ça offre un récit qui ferait un peu de mal à Donald Trump si finalement elle a réussi un parcours un peu incroyable. C'est ça, ce serait sportif, mais aussi politique finalement, un petit peu, si une équipe africaine. Une équipe africaine. Non, mais une équipe africaine, il pourrait très bien retourner stigmate en disant voilà, c'est normal, ils sont concentrés sur le sport, mais autre. Alors que là, ça serait je pense une épine sous son pied. Parce qu'il se dirait que finalement, en fait, les Américains peuvent s'allier. Et, je suis pas convaincu parce que je pense que Donald Trump, comment dire ça en bon français, récupérer la chose. Ouais, il va récupérer et puis c'est le dernier. On se demande pourquoi il n'est pas plus investi. Oui, c'est le dernier souci, le football, mais la vitrine que ça peut représenter, ça, c'était pas forcément le dernier de ses soucis. Je pense qu'il prend la vitrine. Il préfère son anniversaire. C'est une caisse de résonance pour lui, effectivement, qui est très importante. Et moi, je pense que son anniversaire est plus important. Bien sûr. Son anniversaire est bien plus important et l'UFC, le combat est beaucoup plus important parce que le public
est un public trumpiste, un public exactement. MAGA. Il va au match de foot à Los Angeles, le stade ne va pas être... Vous imaginez un pays hôte dont le président ne vient pas au match d'ouverture ou à aucun match? Vladimir Poutine était là. Mais d'ailleurs, c'est très étonnant que les trois chefs d'État ou de gouvernement des trois pays hôtes ne soient pas ensemble au match d'ouverture. Enfin, c'est ahurissant. Oui, ça montre quelque chose, voilà, exactement. Non, il y a un contexte géopolitique, un contexte aussi sécuritaire aussi. N'oublions pas, nous sommes aujourd'hui à des crises absolument partout. Je pense que Donald Trump est aussi un petit peu traumatisé. N'oublions pas tout ce qui s'est passé, les tentatives d'attentats et autres, etc. Je pense qu'il y a quand même un contexte sécuritaire aussi, sans le défendre, qui... Mais il ira peut-être à la finale pour prendre la coupe et garder la coupe. Forcément. Ça, pour le coup, je suis pas certain. Il y a eu quand même une répétition l'année dernière, effectivement, avec la Coupe du Monde des clubs, qui montre qu'en fait, tout ça est très très bien organisé. Il n'y a pas de... Non, il y a vraiment une volonté politique. Au moment de la remise du trophée, que c'était lui qui l'avait gagné. Bien sûr. Il était très présent. Il l'a d'ailleurs gardé. Donc, un peu d'enthousiasme quand même, vous êtes devant votre télé à partir de ce Ah soir. oui, mais moi, toujours. Et vous? Moi, oui, je serai derrière ma télé, et, effectivement, et analyser, effectivement. À analyser, oui. Olivier aussi. Ah bah moi, oui, j'ai un fils qui a 20 ans, j'ai jamais vu un match de Coupe du Monde avec lui. Donc il est grand temps que ça commence, on va en regarder quelques-uns. Et vous, Anderson, donc? Oui, forcément, bien sûr, on va place au jeu. Mais moi, en tant qu'Américaine, alors que j'aurais pu aller passer quelques semaines et ça... Pas du tout envie d'y être, j'ai envie de regarder les matchs. C'est un choix de ne pas plus couvrir ces gros événements, mais là, vraiment, clairement, aucun regret. Je préfère les regarder à la télé. C'est quand même extraordinaire. Ça touche l'enthousiasme, mais en même temps, on a quand même envie de regarder parce que ça reste un événement sportif. Si on aime le foot, voilà. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous restez sur France 24. Tout de suite, un autre débat qui va être animé par Benoît Perrochet, notre chef des sports à France 24. Et là, ça va être vraiment sur le sport, sur tous ces matchs, sur justement qui joue contre qui. Ça sera donc dans quelques minutes. Donc restez avec nous sur France 24.